normal. Il n'y a pas de personnalisation, il n'y a pas de subjectivité et je crois que nous le faisons pour rendre compte aux Congolais qui nous ont fait confiance dans toutes les institutions de la République. Ce faisant, j'aimerais que cela se fasse dans le calme, la sérénité et dans le souci de l'intérêt général. Le premier point de notre ordre du jour est relatif à la poursuite des travaux sur l'audition de la question orale avec débat adressée par l'honorable Mwinga Nelly à Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières au sujet des interventions de la police nationale congolaise dans la province du Congo central. Le second point se rapporte au débat sur la pétition en vue de la déchéance du premier vice-président de l'Assemblée nationale, en l'occurrence l'honorable Kabunt Akabunt Jean-Marc. À part ces deux points, nous allons ajouter deux autres ayant trait à un, l'examen et l'adoption du projet de résolution requérant la suspension de la détention ou de la poursuite de l'honorable Jean-Jacques Mamba Kabamba, député national, et l'autre à l'examen et l'adoption du procès verbal numéro 023 de notre séance plénière du jeudi 23 avril 2020. S'il n'y a pas d'objection, l'Assemblée plénière peut se prononcer à ce sujet. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Peut-on terminer le vote? Au vu du résultat du vote, l'Assemblée plénière adopte l'ordre du jour tel que modifié. Motion? De quelle nature? Motion d'ordre. Qui demande la parole pour une motion d'ordre? Je vous en prie. Que les choses se passent dans le calme, s'il vous plaît. Nous n'avons pas besoin de hausser le ton ou de quitter nos chaises pour se faire entendre. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député et très chers collègues, je prends la parole par la motion d'ordre pour demander à l'Assemblée plénière d'élaguer purement simplement le deuxième point à l'ordre du jour. Pour des raisons ci-après, il n'est pas normal que notre collègue soit en détention. Notre Chambre se propose de fêter en absence de l'organisateur. Nous demandons qu'en lieu et place, nous demandons à notre Chambre qu'en lieu et place d'élaguer totalement ce qu'à l'ordre du jour, nous pouvons trouver des autres moyens pour parler peut-être de sa détention et comment notre frère peut être libéré. C'est ça, j'ai fini. Voilà, nous avons entendu notre collègue, notre estimé collègue, proposer que le point à l'ordre du jour relatif donc à la résolution, c'est ça, pour l'honorable Jean-Jacques Mamba, ce point soit élagué. Voilà. Deux pour, deux contre, mais on a déjà voté, je signale. Hein. C'est parce que nous respectons la démocratie. Voilà. Honorable Likinda. C'est pour ou contre? Normalement, c'est deux contre. On prendra un pour après. Masque, oui. S'il vous plaît, il n'est pas nécessaire de héler comme si nous étions dans un stade de football. Chacun parle à tour de rôle si le président de séance lui donne la parole. Merci. Honorable Présidente, honorable député, chers collègues,
nous avons suivi, avec la personne soutenue, la motion d'ordre soulevée par notre estimé collègue. Quand il a pris la parole, je lui posais 1001 questions. Qu'est-ce qu'il va dire? Malheureusement, vous-même vous avez suivi. Il n'y avait rien à dire. C'est vide. Je demande. La pétition a été initiée par un collègue. Et lui, c'est l'initiateur. Et ça a été suivi par 61 députés. Lui, c'est l'initiateur, 62. Donc, la pétition n'appartient pas à Jean-Jacques Mbab, ça appartient à l'ensemble des signataires. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, on ne peut pas bloquer le fonctionnement d'une institution parce que notre collègue est détenu du reste arbitrairement pour une raison de cause, pour nous amener à freiner ça. Voilà la vérité. Ils veulent confisquer notre frère là-bas pour qu'on négocie. Non. La troisième raison, honorable présidente, nous sommes une chambre. Nous devons respecter les textes. Nous devons nous assumer. J'attends un collègue qui parle de signature. Non. Honorable présidente, parce qu'il a parlé de signature, notre collègue avait signé à bonne et due forme. Honorable Likinda, vous entrez dans le point de débat qui est prévu dans l'ordre du jour qui est adopté. Merci, honorable président. Avec les deux raisons que je viens d'évoquer, merci, honorable président, on va y revenir. Avec les deux raisons que je viens d'évoquer, je demande aux honorables députés élus légitimes du peuple de rejeter cette motion d'ordre initiée par notre collègue. J'ai dit. Merci. On va prendre un pour. Quelqu'un pour soutenir la motion de rejet de notre collègue. Madame? Non, non, c'est madame. Allez-y, venez. Vous venez soutenir la motion. Voilà. Allez-y, s'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente, pour la parole. Oui. Honorables députés, honorables membres du bureau. Chers collègues, ici, la motion d'ordre doit être soutenue en quel sens? Les collègues qui ont signé dans cette pétition renoncent à leur signature. Le dossier est au tribunal. Dès lors que le dossier est à la justice, chers collègues, nous allons siéger sur la pétition. Si l'aboutissement s'avérait que c'est un faux, la plénière va amener ses collègues à la justice. Donc nous aurons le même aboutissement. Pour cette raison, j'ai dit madame. Merci. Donc nous avons eu un contre. Je rappelle quand même que nous avions déjà voté et adopté l'ordre du jour. Mais je ne souhaiterais pas qu'il soit dit ici, ou dans la salle, ou demain en sortant, qu'on nous a étouffés, on n'a pas pu parler. Et donc, tout en respectant le vote qui a adopté cet ordre du jour, nous avons voulu faire droit à une motion d'un de nos collègues qui s'est opposé à l'ordre du jour. Nous avons suivi les dispositions des articles 78 et 79 de nos règlements intérieurs. La motion A, l'article 79, priorité sur la question principale, elle suspend la discussion. La parole est donnée aux différents intervenants et la motion est mise aux voix, soit immédiatement, soit après sa discussion. Alors, je crois que nous avons entendu un pour, un contre. Nous pouvons voter. Qui est contre la motion de notre intervenant motionnaire? Qui est pour soutenir cette motion? Je crois que la motion est rejetée.
Cela étant, revenons à la question, au premier point de l'ordre du jour. À ce sujet, je vous rappelle que c'est depuis notre séance de mercredi 20 mai dernier que nous avions entamé les discussions sur cette question. Et à cette occasion, il nous avait été donné lieu de suivre en premier lieu l'exposé de l'auteur de la question, en deuxième lieu les éléments de réponse de Monsieur le Premier vice-ministre, en troisième lieu les débats et interventions de 25 honorables députés. À l'issue de cette séance, nous avions suspendu la séance et accordé à Monsieur le vice-premier ministre, à sa demande, un délai de 48 heures afin de préparer les réponses aux préoccupations de l'initiateur de la question. Il s'entend donc qu'à l'occasion de la présente séance, il sera question d'épuiser l'audition de cette question orale avec débat par la réplique de Monsieur le vice-premier ministre et la conclusion de l'auteur. S'il n'y a pas d'objection sur cette question, nous pouvons alors passer à l'audition de cette question orale avec débat et sans plus attendre, la parole est à Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières pour sa réplique. Monsieur le vice-premier ministre, vous avez la parole. Je demande à tous nos estimés collègues députés de l'écouter dans le calme et la discipline, avec toute la retenue et l'exemplarité qui est la nôtre. Merci, Monsieur le vice-premier ministre, pour votre présence et votre réponse. Honorable Présidente de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux, élus légitimes du peuple congolais. Cette semaine s'inscrit non seulement dans vos annales parlementaires, mais également dans ceux de mes fonctions de membres du gouvernement de la République, et ce, de manière indélébile, comme celle où, assurément, les devoirs de redevabilité que prône l'État de droit sont opposables à tous les animateurs des institutions de la République, quel qu'en soit, et permettent à travers telle interaction des échanges pour expurger la désinformation, les oui-dits, de manière à offrir aux élus du peuple que vous êtes la bonne information, ainsi que la collaboration nécessaire pour plus de paix, de sécurité, de liberté pour tous sur l'ensemble du territoire national. Honorable Président de l'Assemblée nationale, j'ai beaucoup aimé et en même temps compris que l'exercice patriotique et démocratique auquel votre noble institution, l'Assemblée nationale, m'a astreint depuis mardi 19 courant jusqu'à ce jour, en valait la peine. En effet, il m'a renvoyé à un penseur américain qui a dit, je cite, « Si nous savons ce que nous sommes et ce vers quoi nous tendons, nous pourrons décider de ce qu'il faut faire et de comment le faire. » Fin de citation. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables députés nationaux, élus légitimes du peuple congolais, d'entrée de jeu, et à ce stade de ma réplique, je rends grâce à Dieu pour avoir permis
que nos travaux se tiennent en toute quiétude et surtout pour nous avoir tous gardés en bonne santé en plein fouet de cette redoutable pandémie à Covid-19 qui sévit dans le monde et sur le territoire national. Par ailleurs, je m'en voudrais si un hommage déférent, bien sûr, de ma part, n'est pas adressé en ces instants précis à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui, en ce qui le concerne, et lors de son adresse à la nation devant vos deux chambres réunies en congrès, nous avait rassurés de sa ferme volonté de revisiter le plan de réforme de la police nationale congolaise afin de le rendre compatible à un nouveau plan de référence. Une nation, une police, avec le ferme engagement de lui consacrer des moyens humains, matériels et financiers conséquents pour soulager son environnement de travail ainsi que les conditions de vie des policiers et de leurs familles. Objectif que nous avons eu l'opportunité de défendre dans le cadre du budget 2020 que votre auguste Assemblée avait bien adopté. Il en est de même de son engagement pour moderniser les services d'intelligence de manière à les rendre plus anticipateurs et préventifs des événements dans le domaine sécuritaire et en ce qui me concerne, et de lui donner un visage plus républicain. À la représentation nationale, je ne puis que vous assurer de la ferme volonté ainsi affichée et légitime du chef de l'État en pleine opérationnalisation en dépit des pesanteurs contextuelles. Aussi, je sollicite votre particulière attention dans l'accélération de la matérialisation de tous ces efforts pour plus de paix et de tranquillité dont nos populations et nous-mêmes avons grandement besoin. Honorable Président de l'Assemblée nationale, je ne saurais terminer ce registre sans vous saluer et avec vous tous les élus nationaux aussi bien présents dans cet hémicycle du Palais du Peuple, en format réduit bien sûr, que ceux qui nous suivent en ce moment à travers leur plateforme de vidéoconférence à domicile. Covid-19 oblige. Je remercie les différents intervenants ayant pris part au débat et parfois depuis leurs sièges respectifs pour la qualité de leurs interventions et surtout, il convient de le souligner, pour la pertinence des observations faites. Permettez-moi de saluer plus particulièrement la sagesse contenue dans l'intervention selon laquelle, je cite, « Un homme d'État n'a pas d'état d'âme ». Pour en même temps concéder une autre de notre intervenant, et je cite encore, « On ne construit pas un État de droit avec des mensonges ». Honorable Président de l'Assemblée nationale, lors du débat ouvert à la suite de nos interventions le mardi passé, consécutivement à la question orale de l'honorable Nelly Mwinga Toulela, député national élu de la circonscription électorale de Songololo dans le Congo central,
en rapport avec les interventions de la police nationale dans la dite province, particulièrement dans l'agglomération kilomètre 5, comme le reprenez si bien votre lettre d'invitation du 13 mai 2020, j'ai noté une kyrielle de questions dont la pertinence n'est pas à démontrer et pour lesquelles, en plus, je salue indistinctement leurs auteurs. Je n'arrêterai pas de vous dire combien cet échange, entremêlé des questions d'autres provinces, telles que Haut-Ouélé, Sud-Ubangui, bien sûr, je peux prolonger la liste, Tanganyika, Haut-Katanga et Ituri, a suffi pour démontrer que les préoccupations sécuritaires restent encore de ce qui nous unit le plus et susceptibles de nous rassembler comme un seul homme pour vaincre notre ennemi commun. Aussi, pour rencontrer directement et systématiquement les 24 nobles préoccupations que j'ai pu noter et qui ont été soulevées par les honorables députés nationaux, il m'a paru indiqué de les regrouper en 3 axes, à savoir d'abord les 17 premières préoccupations se rapportant toutes aux interventions récentes de la police nationale congolaise dans le Congo central, objet de la question orale. Ensuite, les 7 autres préoccupations concernant des questions politico-administratives et sécuritaires dans le Congo central et les autres provinces de la République. Et enfin, j'ai noté aussi 2 pertinentes observations des honorables députés qui feront l'objet de mes commentaires très sommaires. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux élus légitimes du peuple congolais, dans le point 1, s'agissant des préoccupations liées aux récentes interventions de la police nationale congolaise dans le Congo central, je relève la première question posée, qui est celle de savoir que veut dire pour le gouvernement une police nationale professionnelle. Pour le gouvernement et mon ministère, une police professionnelle est bien sûr une police bien formée, bien équipée, respectueuse des droits de l'homme et dont les missions s'exécutent conformément aux lois et règlements de la République. Cependant, de la réponse à cette question à la réalité, un processus conduisant à un tel idéal s'impose. En effet, la loi organique numéro 11/013 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise, dite réforme de la police, votée par votre propre institution, s'est donné pour objectif de changer fondamentalement l'image des agents de l'ordre. Pour ce faire, elle détermine non seulement les conditions de recrutement, de formation de base et de formation continue, mais aussi les conditions de travail et l'équipement dont doit disposer la police nationale congolaise pour lui permettre d'accomplir correctement ses missions. Tout en saluant les efforts accomplis jusque-là par nos différentes institutions, beaucoup reste encore à faire
dans la quête de la professionnalisation de notre police de manière à atteindre les objectifs fixés. Et depuis mon avènement à la tête de ce ministère, je ne plaide que pour l'accès aux moyens financiers et matériels conséquents pour l'équipement et la formation en continu, particulièrement de nos unités de la police nationale mises en service entre 2017 et 2018, et surtout pour la dotation en armes non létales des unités déployées dans les zones de paix et les armes létales ne devant servir que pour les unités d'intervention déployées dans les parties en conflit. Et à la quête de ces moyens ont été prévus et inscrits au budget 2020, dont malheureusement la réalisation bute aux aléas, notamment, principalement d'ailleurs, de Covid-19. C'est ainsi que, dès décembre 2019, j'ai présenté au gouvernement de la République un programme de recrutement et de formation sur 5 ans à travers les 26 provinces de la République, chiffré à 30 000 élèves policiers en raison de 6 000 par an, à regrouper et à former dans les différents centres du pays. En attendant et en vue de sa professionnalisation, j'ai sollicité et obtenu de différents partenaires, à l'instar de la République populaire de Chine et la Fédération de Russie, des bourses d'études à charge exclusive de ces derniers pour le domaine le plus large, allant de la gestion des manifestations à la police scientifique. Ce n'est qu'à la fin d'un tel processus qu'on pourrait atteindre les objectifs tels que je les ai décrits si haut. En attendant, je dois vous assurer, honorables députés, que je mettrai toute mon énergie à l'aboutissement de ces efforts au quotidien tant que je bénéficierai de votre accompagnement et de la confiance du chef de l'État. La deuxième question posée est celle de savoir pourquoi n'avoir pas maintenu l'ordre public plutôt qu'avoir attendu que ça dégénère pour les rétablir par la répression. En la réponse à cette question, ce ne sont d'ailleurs pas les honorables Nelly Mwinga Tutela, qui est l'auteur de la question, et Simba Modero, ici dans la salle, qui me contrediront. Tout a été fait pour le maintien de l'ordre public. Pour ce faire, je me suis par exemple personnellement investi pour trouver une solution de paix sans succès. Tous nos efforts communs, avec l'appui des élus et notables du Congo, se sont avérés vains face à la détermination du leader BDM de ne pas revenir à la raison. L'effort de maintenir l'ordre public par la prévention avait tout simplement montré ses limites, malheureusement. À la troisième question des honorables députés, qui était de savoir pourquoi les opérations de Songololo ont-elles eu lieu à 2 heures du matin
donc entre 2h et 4h. Contrairement à l'opinion largement répandue, la police nationale congolaise n'a jamais planifié quoi que ce soit pour être exécutée à ces premières heures du matin contre les adeptes de Bundu Diamayana. Par contre, les incidents malheureux ainsi survenus étaient plutôt partie de patrouilles nocturnes organisées automatiquement par la police nationale congolaise dans ces secteurs classés à risque élevé de troubles à l'ordre public. Et dans ce cas de figure, tous les renseignements en possession de services annonçaient des attaques imminentes cette nuit-là contre des citoyens congolais jugés non originaires du Congo central par les adeptes de BN. Il fallait absolument les en empêcher et la police nationale n'a fait que son travail. Elle le mériterait mieux des élus légitimes du peuple congolais. Une autre question posée était celle de savoir quelle autorité locale était-elle associée à cette opération en vue de faire respecter la procédure en la matière. En réponse à cette question, il convient de souligner ici, une fois de plus, qu'en fait, les patrouilles diurnes ou nocturnes sont des opérations de routine qu'organise la police en exécution de leur mission ordinaire de maintien de l'ordre public. Telles opérations ne peuvent donc pas être dirigées par une autorité politico-administrative locale. En l'espèce, et compte tenu de la situation sécuritaire particulière dans le secteur, l'administrateur du territoire de Songololo était lui aussi au courant des informations faisant état de l'organisation d'une attaque des non-originaires en début de soirée, ce 22 avril 2020. Il avait même pu prendre contact avec M. Pouloussou, propriétaire du lieu, pour l'exhorter à disperser le nombre très élevé de personnes dans sa parcelle, mais sans succès. Il n'y avait donc rien de coordonné entre lui et la police nationale congolaise, qui en était à ses déploiements, comme je l'ai souligné, de routine pour faire seulement son travail. Une autre question était celle de savoir quelles unités sont intervenues ainsi que l'identité de leurs commandants, donc intervenus précisément à Songololo. Sont intervenus dans ces opérations, bien sûr, les unités du commissariat de police de Songololo, ainsi que celles de la police de frontières en poste à Loufou. Venus en renfort plutôt compte tenu du danger réel encouru au vu du développement de la situation sur place, même si le nombre de policiers restait toujours largement inférieur à celui des partisans très violents de BDM. Naturellement, cette opération était conduite par le commandant du commissariat de police de Songololo, appuyé par celui de la police des frontières de Loufou, à qui il importe ici, de mon humble avis, et au minimum témoigner notre reconnaissance, au moins pour avoir fait respecter les droits garantis par la Constitution et les lois de la République à chacun de nous, de circuler librement sur le territoire national,
d'y fixer sa résidence et de ne jamais être forcé de la quitter que dans les conditions fixées par les législateurs. Une autre question posée était celle de savoir que faites-vous des renseignements en votre possession sur le mouvement de BDM? En guise de réponse, disons qu'il importe d'indiquer que les renseignements reçus de différents services au quotidien nous permettent de prendre des décisions sur chaque situation après évaluation. C'est à la suite de l'exploitation minutieuse des renseignements, notamment sur le BDM, que nous avions en amont déjà entamé les négociations avec les leaders et en aval, ces renseignements ont permis à la police de Songololo non seulement de prendre les dispositions idoines pour nous éviter le pire, mais surtout d'empêcher tout débordement. Mais il reste que la question de toutes les situations se fait la gestion plutôt, mais il reste que la gestion de toutes les situations se fait encore et encore seulement avec des moyens à notre disposition et à ce jour, honorables députés nationaux élus légitimes du peuple, comme je l'ai dit récemment devant votre commission de la défense, ces moyens dont il faudrait nous doter restent encore au-dessous de l'idéal. L'autre question est celle de savoir s'il fallait utiliser des armes à feu devant des manifestants n'ayant qu'un fusil calibre 12 comme arme à feu. Je dirais que par principe, le caractère d'une manifestation considérée comme armée ne dépend tellement pas du nombre d'armes en possession des manifestants, mais bien plus du simple fait d'en posséder, et au moins une et une seulement. Dès lors, et pour ceux qui ont une connaissance du métier des armes, l'AK-47, numéro 010 518L, utilisé par les BDM et à ce jour saisi par l'auditorat militaire, est une arme de guerre. Elle peut donc faire plusieurs victimes à la fois. En définitive, cependant, de notre côté, l'arme de fabrication locale, comme le calibre 12, peut elle aussi, et à chaque coup, et en fonction de la proximité des personnes visées, faire aussi plusieurs victimes. En définitive, et conformément à la volonté du législateur que vous êtes, exprimée dans la loi organique sur la réforme de la police nationale, déjà citée, en ses articles 8 et 9, les agents de la police peuvent, en cas d'absolue nécessité, employer la force des armes blanches ou des armes à feu lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement les lieux qu'ils occupent ou les personnes qui leur sont confiées, ou lorsque les violences ou voies de fait sont exercées contre eux-mêmes ou autrui. D'où tout est donc fonction de circonstances et de plusieurs facteurs techniques laissés à la stricte appréciation des unités sur terrain. Une autre question reçue
est celle de savoir qui a donné l'ordre d'ouvrir le feu. Honorables députés nationaux, comme dit tout à l'heure, il n'y a pas eu, et il n'en pouvait pas en avoir, un ordre formel de tirer, comme d'ailleurs l'atteste le rapport à ma possession. Et c'est conforme à la législation nationale en vigueur. Tout est parti d'un tir d'armes à feu des adeptes de BDM contre les patrouilles de la police nationale dans les secteurs et en réaction, le bilan que nous avons tous déploré. L'utilisation des armes à feu par la police n'est pas une question politique, moins encore administrative. Bien plus, c'est une question purement technique qui relève de l'appréciation des unités sur le terrain. Nous, au niveau hiérarchique, direct et au sommet, et par le biais des services de l'inspection de la police nationale, nous n'en mesurons que la proportionnalité pour s'en convaincre et dans les cas contraires de faire déférer les défaillants devant les autorités judiciaires compétentes. Une autre question. Y a-t-il eu un ordre opérationnel? Si oui, qui l'a signé? En effet, il y avait un ordre opérationnel pour cette opération, comme par ailleurs dans toutes les opérations de police. Et les ordres opérationnels existent toujours et en principe à tous les échelons, du commissariat provincial de la police nationale à l'officier qui conduit les opérations sur le terrain. En l'espèce, il y a eu d'abord la directive opérationnelle numéro 004/2020 du 18 avril 2020, édictée par le commissaire général de la police, laquelle a été répercutée par un ordre opérationnel du commissaire provincial. Mais il faut que je le souligne une fois de plus, aucun de ces documents ne peut ordonner à un policier de faire usage de son arme à feu. Telle faculté étant le fait plutôt de l'appréciation de la situation sur terrain par des unités qui font face aux attaques des inciviques. Et c'est conformément à votre propre volonté, légitimement exprimée dans la législation nationale en vigueur en la matière. Une autre question. Si le leader de BDM était récidiviste avec ses partisans, la solution était-ce la mort? Évidemment que c'est non. En effet, la vie humaine est sacrée. Rien, alors rien, ne peut justifier la mort de nos concitoyens, et cela d'aucune manière. Il est cependant bien d'indiquer que malheureusement, et en dépit de toute tentative déployée pour inviter aussi bien les responsables locaux de BDM que leurs partisans de renoncer à leur attitude visant à remettre en cause une autre de nos valeurs, la liberté de résider partout sur le territoire national, par la chasse aux non-originaires. Tous ces responsables ont répondu à qui voulait les entendre qu'ils ne recevaient des ordres que de l'honorable Zacharie Badjengila, leur leader. Et personnellement, en républicain convaincu,
et qui mesure bien l'importance des manifestations comme moyen d'expression démocratique de ses opinions politiques, d'expérience, j'ai toujours rappelé à la police et aux services que pour une manifestation publique, mon mot d'ordre demeure encadrement avec pour objectif final 0 mort. Et c'est en conformité avec la vision et l'engagement pris devant la nation par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui met le peuple au centre de toute préoccupation. Par ailleurs, aussi bien hier qu'aujourd'hui, je reste conscient que cet objectif est parfois difficile à atteindre. Lorsque des équipements adéquats ne sont toujours pas au rendez-vous, à la fois pour la quiétude des agents de l'ordre eux-mêmes pendant les opérations et pour l'intégrité physique des manifestants. Il nous incombe tous, autorités budgétaires et gouvernement de la République, à faire plus, nous atteler à garnir nos agents de l'ordre des moyens matériels nécessaires pour la préservation de l'intégrité physique de nous-mêmes et de notre peuple, y compris lorsque nous devons nous exprimer de la manière très peu habituelle. Dans ces conditions, et seulement alors, la police nationale pourra réaliser ses missions comme souhaité le long de nos travaux. Une autre question était: quelles mesures avez-vous prises pour prévenir d'autres incidents dans l'avenir? De Kinshasa puis de Lubumbashi, où je me trouvais au moment des faits, je n'ai cessé de garder contact avec les leaders de BDM, directement ou par personne interposée, élus et notables des Congo, en vue de trouver une issue pacifique à cette crise. Des efforts qui se sont malheureusement butés au refus catégorique de l'honorable Badjengila, qui, au lieu d'un discours conciliant, a plutôt continué à proférer des menaces tendant à obtenir le départ des non-originaires de la province du Congo central, alors que ce nouveau défi n'avait déjà rien à voir avec ses revendications, à savoir recouvrer auprès de l'État congolais des droits qui lui étaient tout à fait personnels. Au niveau du Congo central, les gouverneurs de province ainsi que le vice-gouverneur ont même entrepris de tourner dans les différentes agglomérations en proie aux violences provoquées par les partisans d'EDEM, en vue de les sensibiliser à éviter les affrontements, non seulement avec les non-originaires, leurs nouvelles victimes, mais aussi avec les forces de l'ordre. Mais en attendant qu'ils entendent raison, je peux vous assurer qu'en dépit des maigres moyens dont elle dispose, notre police nationale congolaise ne ménagera aucun effort pour éviter au Congo central de tomber dans le piège de BDM. Seule la loi y aura droit de citer et non la volonté nuisible de certains compatriotes égarés. Là-dessus, la police congolaise et nos services ne sont pas prêts à abdiquer. Nous pouvons leur faire confiance. Une autre question. Est-ce de Koulouna, la population qui se serait associée aux forces de l'ordre pour chasser les Makessa? Comme vous le savez tous, la police ne peut s'associer au Koulouna, qui par principe est un groupe de citoyens hors la loi.
Cependant, il est tout aussi clair que tous les ressortissants du Congo central n'obéissent pas aux ordres du leader de BDM, que ce soit dans sa dimension violente ou dans ses velléités sécessionnistes et xénophobes. D'ailleurs, dans cet hémicycle, sauf à me tromper, personne ne peut encourager le comportement de BDM qui non seulement rompt la quiétude des paisibles citoyens y résidents, mais encore paralyse dans leur élan de violence l'activité économique de différentes localités dans lesquelles ils sèment la terreur et la désolation. Oui, et en application de votre volonté en tant que législateur, exprimée dans la loi organique sur la réforme de la police, notamment en son article 13, qui donne droit aux agents de police de requérir l'assistance des personnes sur les lieux lorsqu'ils sont attaqués, la police nationale congolaise a bel et bien bénéficié de l'assistance de ces citoyens-là, nés Congo, épris des valeurs de paix et de cohabitation pacifique avec d'autres peuples, valeurs qui semblent s'éloigner des objectifs de Makessa. Encore une autre question, pourquoi n'avoir pas interdit les mouvements de population, entre autres les Makessa, parce que votre protégé, Atou Matoubana, y était. Lorsqu'il se déplace d'une agglomération à une autre, il n'y a aucun citoyen congolais vivant dans la province du Congo central, d'abord qui se présente d'emblée comme étant adepte de BDM plutôt, donc Makessa. En plus, cette province n'étant pas frappée par la moindre mesure de confinement à l'époque des faits, la liberté d'aller et de venir reste des principes à l'intérieur de la province. Encore que, tant qu'il n'aurait pas encore démontré d'une violence particulière, rien n'astreint la liberté, même de Makessa, sous peine de violation plutôt des lois de la République. Le plus important pour nous, et partant pour les agents de l'ordre, ce n'est pas tellement l'incarnation de l'esprit BDM, susceptible de s'apparenter à une autre de nos valeurs fondamentales, la liberté d'opinion ou de religion, mais bien plus l'expression de la violence vis-à-vis des agents de l'ordre ou vis-à-vis des autres concitoyens. C'est ça la ligne rouge de la police nationale et des services d'intelligence. Encore une question, pourquoi n'avez-vous pas fermé le bulletin Congo Ghetto dans lequel les messages xénophobes étaient distillés? J'avoue que cela a traversé mon esprit par moments, avant de me rendre à l'évidence que la gestion de la presse dans son ensemble, n'étant pas dans mes attributions au regard des dispositions de l'article 1er, point B1 et 15 de l'ordonnance numéro 20-017 du 27 mars 2020, fixant les attributions des ministres. Cette décision n'entrait donc pas dans mes prérogatives, mais bien dans les prérogatives d'autres ministères. Nonobstant cela, ma préoccupation première était de ne pas envenimer la situation, mais de résoudre le problème de la sécurité des personnes et de leurs biens mis à mal par les exactions des partisans BDM et de traiter les autres questions sous-jacentes
de manière légale et suivant les procédures en la matière. Et c'est cela que mes services sont toujours en train d'examiner. Une autre question, existe-t-il de Congolais privilégiés lors des manifestations? Aucune discrimination de quelque nature que ce soit n'est possible dans l'accès aux services publics, y compris de maintien de l'ordre public. Par contre, l'égalité et l'égale protection devant la loi restent les seules valeurs autorisées et qui caractérisent les services de maintien de l'ordre public, en ce compris donc la police nationale. Et nous nous en tenons qu'à cela, vous pouvez nous croire. Encore une question. Devant cette situation, qu'avait fait le gouverneur du Congo central? Comme cela a été indiqué plus haut, lors de ces événements, le gouverneur de province et ses collaborateurs ont pu se déployer dans leur juridiction pour accompagner les efforts de maintien de l'ordre public. En sa qualité donc de représentant du pouvoir central, de qui relève la responsabilité en la matière. Était-ce suffisant? Je crois que d'autres instances peuvent y aller plus loin. Encore une question, pourquoi n'avez-vous pas pensé à un forum intercommunautaire pour faire face à la difficile cohabitation entre peuples dans le Congo central, comme dans le Haut-Katanga d'expérience? L'idée n'est pas mauvaise et je reste ouvert pour une telle perspective. J'apprécierais beaucoup l'apport de chacun, en ce compris de vous les élus nationaux que vous êtes. Je vais passer à la deuxième catégorie de préoccupations qui étaient exprimées. Donc, s'agissant de ces 7 autres préoccupations se rapportant aux questions politico-administratives et sécuritaires dans le Congo central et dans d'autres provinces, la première préoccupation était celle de savoir, elle concernait plutôt les plans de mon ministère pour le retour de Mbororo et de rebelles soudanais dans leur pays. À ce stade, je peux vous garantir que mon ministère a initié le travail d'identification de toutes ces personnes étrangères. Une fois terminé et avec mon collègue de la Défense, nous déciderons de la suite qu'il convient dans le respect des lois de la République et des engagements internationaux. S'agissant des incursions des rebelles soudanais et de l'armée de ces pays sur notre territoire, mon collègue de la Défense et ancien combattant est à pied d'œuvre. Tout sera fait pour que l'ordre revienne sur toute l'étendue du territoire national. La deuxième préoccupation dans cette catégorie est celle de savoir pourquoi laisser trop de temps un commandant d'une unité de la police dans un poste d'affectation. Et l'exemple qui était donné est celui de la province de Haute-Védé. L'observation faite par la représentation nationale sur la longévité en poste des agents de l'ordre dans certains territoires est tout à fait pertinente. Cependant, les nominations aux emplois dans la police nationale relèvent de la compétence des autorités bien qualifiées. Toutefois, pour des raisons d'efficacité et de sécurité, et c'est en attendant des décisions définitives imminentes en cours d'examen, je procède par moment, et c'est à titre provisoire,
par des transferts d'une province à une autre de certains commandants de police. Un projet plutôt d'ordonnance de mise en place générale qui stabilisera ces changements est justement en plein examen et en attendant un peu de patience, chers honorables. La troisième question est dans la même série donc, pourquoi avoir nommé à la tête de la province un officier général de la police par voie d'arrêté alors que régulièrement affecté par ordonnance? S'agissant des officiers généraux et supérieurs, certes le président de la République les nomme en grade et en fonction. La subtilité ici, c'est de les maintenir dans leurs droits acquis, mais en faisant profiter leurs expériences à d'autres provinces, en attendant des décisions définitives imminentes, comme je l'ai souligné. Les changements de commandement intervenus à ce stade, à la tête de certaines provinces, répondent donc à la nécessité et rencontrent par ailleurs les attentes de la population ainsi que de leurs élus, il n'y observait pas mieux. Le souci est d'éviter l'inefficacité et la familiarisation des commandants aux phénomènes criminels à éradiquer dans leur juridiction lorsque la criminalité urbaine devient galopante. Il s'agit tout simplement, comme je l'ai dit, d'un transfert provisoirement opéré qui ne remet pas en cause ni les grades ni les fonctions des officiers ainsi transférés. Une autre question. Comment expliquer qu'un commissaire provincial ait procédé aux affectations à l'insu de son gouverneur et le cas est celui de la province du Sankourou? J'en conviens que la situation qui est arrivée dans la province du Sankourou est inacceptable et dès que j'en ai eu connaissance, j'ai immédiatement procédé au changement du commandant de cette province et les échos reçus à ce jour sont bien positifs. Mais la raison qui m'a conduit à prendre cette décision n'était pas le manque d'informations à donner au gouverneur des provinces, mais bien plus le fait pour ce commandant de ne s'en être pas référé à sa hiérarchie plutôt jusqu'à mon autorité. En effet, comme le souligne la Constitution en son article 184, la police nationale est soumise à l'autorité locale, civile locale plutôt, et est placée sous la responsabilité du ministre qui a les affaires intérieures dans ses attributions. Le gouverneur de province, en tant que représentant du pouvoir central, la coordonne sans s'immiscer dans l'administration de la police et de ses officiers. Cela relève exclusivement de la hiérarchie directe de la police nationale, le commissaire général, et au sommet, le ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions. Une autre question. De quel pouvoir avez-vous ordonné la fermeture de l'Assemblée provinciale du Congo central? Disons tout de suite que moi, je n'ai jamais pris une décision portant fermeture de l'Assemblée provinciale, ni du Congo central, ni d'ailleurs. Si vous l'avez vu, bon, je voudrais bien vous croire. Cependant, les activités de toutes les assemblées provinciales à travers le pays ont été suspendues en raison des premières mesures de lutte contre la propagation de la pandémie à Covid-19. Mais pour ce qui est de votre prestigieuse chambre, il n'en a jamais été le cas parce que vos propres bureaux respectifs
avait déjà suspendu vos travaux en vue de vous mettre à l'abri de toute contamination à Covid-19. Et je crois que cette décision serait encore en vigueur et elle est adaptée aux circonstances du moment. Et nous ne pouvons que vous accompagner. Malheureusement, une interprétation malveillante a failli faire croire à l'opinion que votre propre décision émanait plutôt de mon ministère. Heureusement que la réalité peut nous mettre tous d'accord. Parce que nous sommes tous là et je suis devant vous, devant votre auguste assemblée. Une autre question, pourquoi soutenez-vous un gouverneur de province, Atou Matubwana, sous motion de défiance déjà votée contre lui par l'Assemblée provinciale? Je crois qu'il y a une grande spéculation qui fait suite à une campagne d'intoxication et de désinformation dans certains milieux politiques, faisant état d'un soutien que j'apporterai au gouverneur du Congo central. Cette affirmation est totalement fausse, car depuis mon arrivée à la tête du ministère de l'Intérieur, je n'ai posé aucun acte qui puisse être considéré comme étant un soutien en sa faveur. Par contre, dans le cadre de continuité de l'État et de l'action gouvernementale, je n'ai fait qu'aboutir la démarche déjà entamée par mon prédécesseur, en demandant au gouverneur et son vice-gouverneur d'aller se présenter à l'office du procureur général près la Cour de cassation, qui leur avait émis un mandat de comparution. Le reste s'est poursuivi entre le procureur général près la Cour de cassation et l'Assemblée provinciale du Congo central avant que nous apprenions la saisine des juridictions répressives à la suite de ces événements. C'est donc à tort qu'on m'attribue un quelconque soutien à ces gouverneurs de province. En même temps, au niveau du gouvernement de la République, et par sa lettre numéro CAB/PM/SGG ESM plutôt /2019/0279 du 10 septembre 2019, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, a mis sur pied et sous son autorité une commission ad hoc interministérielle chargée de traiter les problèmes de crise dans les provinces, en ce compris le Congo central. Et c'est même mon collègue de la justice qui en a la présidence. Donc, vous aurez compris que je n'ai même plus d'emprise sur ce dossier-là. Une des dernières questions dans la série. À quand l'organisation des élections locales pour nous éviter des mises en place dans la territoriale par les gouverneurs de province, les cas cités et celui d'ici d'Ubandi? Nous savons que l'organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, municipales et locales est de la compétence exclusive de la Commission électorale nationale indépendante, au terme de votre propre volonté, exprimée à l'article 2 de la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006, portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, municipales et locales, telles que modifiées et complétées à ce jour. Et comme le président de la République, chef de l'État, avait indiqué lors de son discours à la nation, prononcé devant les deux chambres réunies en congrès, le 13 décembre 2019, il sera procédé de manière concertée à la mise en place dans la petite territoriale
en attendant l'organisation des dites élections. Toutefois, en ce qui concerne les cas d'ici de Bangui, j'ai déjà instruit le gouverneur de la province, l'auteur de la dite nomination, à la rapporter sans délai par mon message phonique numéro 025 var CAB VPM var mini-intersac, bon, c'est long, var GKM var 062 var 2020 du 22 mai 2020. La nomination particulièrement de chef de secteur relève en attendant de ma seule compétence et c'est de manière concertée comme l'a prôné le chef de l'État. Abordant le troisième grand point de mon propos, s'agissant des commentaires sur les deux observations faites par les honorables députés, la première étant celle qui concerne le vœu émis de revenir sur la politique de la territoriale des non-originaires. C'est vrai, la gestion de la territoriale est un véritable problème dans notre pays. Et au regard de l'expérience vécue durant les 20 dernières années, l'option de la gestion de la territoriale par les originaires semble avoir montré ses limites, et c'est pour plusieurs raisons. Tout en souscrivant à l'approche proposée, je vous informe que nous avons déjà entamé une réflexion dans le sens de la nouvelle orientation qu'il faudrait donner pour rendre plus efficace la gestion de nos entités de base, en nous inscrivant toujours dans la vision du président de la République qui entend impulser le développement de notre pays par la base. La deuxième préoccupation, dans le cadre des observations qui nous ont été faites, est celle en rapport avec un déficit avéré de formation dans les effectifs de la police nationale, doublé d'un problème d'éthique. Tel déficit de formation et manque d'éthique dans les chefs des agents de l'ordre a abouti d'abord aux réformes en cours au niveau de la police nationale congolaise. Ce processus devrait permettre d'atteindre l'objectif final, la professionnalisation du corps. Nous nous y employons au quotidien et espérons que les moyens suivront pour que nous puissions y parvenir le plus tôt possible. Voilà, honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorables députés nationaux élus légitimes du peuple congolais, l'essentiel que nous avons dû réserver à vos pertinentes questions soulevées lors du débat général ouvert à la suite de la question orale de l'honorable Nelly Mouinga-Toulela. Je vous remercie de votre particulière attention, en espérant d'abord qu'elle vous aura éclairé davantage sur les circonstances de l'intervention de la police nationale congolaise dans la province du Congo central, tout en restant, comme je l'ai toujours dit, ouvert à une franche collaboration, restant ouvert et attentif à toute proposition ou en cas de problème, eh bien, je vous rassure que ma porte restera toujours ouverte pour que nous puissions ensemble chercher des solutions partout où des problèmes se poseraient dans la gestion de notre territoire. Je vous remercie. Nous vous remercions, Monsieur le Vice-Premier ministre. Chers collègues, après cette réplique, la parole est à l'honorable Mouinga
Toulela Nelly pour la conclusion de sa question orale avec débat. Chers collègues, vous avez la parole. Honorable Présidente, merci pour la parole. Honorable Présidente, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux et chers collègues. Je suis en train de conclure, mais en commençant par dire que nous avons suivi avec la meilleure attention les réponses que Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur nous a données. Tant devant cette assemblée que par la voix des ondes sur France 24. Sur les préoccupations quant aux interventions de la police nationale contre les sympathisants de Bundu Gamayala dans la province du Congo central. Nous voulons d'abord commencer par dire que ça m'étonne quand M. le VPM nous dit qu'il est ouvert à une franche collaboration. Au début, je voulais collaborer avec lui en allant dans son bureau. Je me rappelle que c'était un vendredi. J'étais accompagné de l'honorable Pouela et les autres. Nous sommes allés le voir. Il nous a dit que c'était pratiquement impossible de nous donner 15 minutes de son temps le vendredi. Nous lui avons demandé qu'il nous accorde ne fût-ce que 10 minutes le samedi. Il a répondu que c'était encore impossible. Il nous fixe rendez-vous pour nous dire... S'il vous plaît, laissez l'honorable Nelly intervenir Il sans nous commentaire. fixe un rendez-vous pour nous dire, revenez le mardi à 11h. Le mardi à 10h30, nous étions tous là, les élus du Congo central. Députés nationaux, sénateurs comme députés provinciaux. Il nous a fait attendre de 10h30 et il nous a reçus à 15h moins. C'est bien noté. Nous avons fait exprès de rester dans son bureau pendant tout ce temps. Et nous était l'intervention de son directeur, je suis sûr qu'il n'allait pas nous recevoir ce jour-là. Ça m'étonne quand il commence ici par dire qu'il est ouvert à une franche collaboration. Là déjà, je dis, je ne le crois pas. Personnellement, je voudrais paraphraser un illustre fils de ce pays. J'ai cité Maître Nini Maïdi Kangimbi. Comme pour dire que tout ce que nous avons entendu, ce ne sont que des diarrhées de mots dans une constipation d'idées. Je réponds pour dire tout ce que nous avons entendu ne sont que des diarrhées de mots dans une constipation d'idées. Honorable Nelly, même pour la beauté de la formule, respectez le choix des mots, s'il vous plaît, et continuez. Merci, Madame la Présidente. En effet, je voulais dire, l'article 16 de la Constitution proclame que la personne humaine est sacrée, que l'État a l'obligation de respecter et de la protéger. Et l'article 34 proclame pour sa part que la propriété privée est sacrée, que l'État en garantit le droit. L'État accomplit sa mission par le ministère de l'Intérieur et Sécurité. C'est cela que dit l'article 1er de l'ordonnance présidentielle numéro 20/17 du 27 mars 2020 fixant les attributions des ministères, qui charge le ministère de l'Intérieur de maintien de l'ordre public, de la sécurité publique et la protection des personnes et de leurs biens. C'est d'ailleurs pour cela que Monsieur le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, après l'intervention de la police nationale à Songololo, diffère par le commissaire supérieur Pierre Monamputu, porte-parole de la police nationale, informant la population comme pour dire
comme pour faire un rapport des incidents survenus dans le Congo central. Précisément, je parle de Songolo. C'est aussi pour cela que Précité a dû répondre le mardi 19 mai 2020 devant la Commission Défense et Sécurité sur l'insécurité qui se vit par-ci et par-là dans le territoire national et qui cause des pertes en vies humaines et en biens. L'instrument, je voulais dire, de l'accomplissement de cette mission de l'État, c'est la police nationale.